Un Polynésien candidat à la présidence de la République, c'est du jamais vu. Depuis plusieurs mois, le maire de Fa'a multiplie les contacts à la recherche des 500 signatures. Quelle est sa stratégie, son programme, ses ambitions? Oscar Temaru est l'invité d'Outre-mer Politique. Bonsoir Oscar Temaru. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette photo qui symbolise votre Outre-mer. Il s'agit d'un champignon nucléaire. Alors on le sait, les essais nucléaires ont fortement marqué la Polynésie française. Vous avez la rancune tenace, Oscar Temaru? La décision a été prise par le général de Gaulle après l'indépendance de l'Algérie, non pas de transférer ces essais nucléaires d'Algérie en France, ou en Corse, ou en Bretagne, mais en Polynésie. Moi, je traduis ça comme une forme de racisme nucléaire, parce que nous sommes un tout petit peuple incapable de nous défendre. Et jusqu'à aujourd'hui, pour tous les Français, De Gaulle est une espèce d'icône, mais pour nous, c'est un criminel. Voilà, monsieur. Alors, on a dit criminel. Alors, notre cliché à nous, c'est une photo de vous à l'Élysée. C'est un montage, certes, mais sérieusement, cette candidature à l'Élysée, vous allez vraiment y aller? Oui, j'ai déjà commencé à faire un petit tour de France. Je suis allé en Corse. Nous sommes allés en Nouvelle-Calédonie également. Nous avons des contacts avec des amis en Guadeloupe, en Martinique, la Guyane, la Réunion. Nous essayons d'avoir les 500 signatures comme prévu par les textes. Nous n'en sommes pas loin et il nous faut également avoir une trentaine de départements. Alors, vous vous appliquez à bien faire les choses. On va poursuivre cet entretien avec une question d'actualité. Alors, c'est une question même qui commence à avoir une polémique qui est en train de voir le jour en France. Oscar Temaru, vous êtes maire de Fa'a, d'une grande ville. Vous avez été président du territoire. Fallait-il ou pas autoriser la manifestation de soutien, on voit les images, à Théo, victime présumée d'un viol lors d'une interpellation par la police? Est-ce que vous comprenez, vous, l'homme du Pacifique, la violence et la grogne des manifestants? C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est le problème, c'est le racisme entre la communauté noire et la police. Et on sait que ce qui se passe aux États-Unis, tout de suite, ça se répercute également en Europe, notamment en France. Et je pense que c'est les mêmes mentalités, c'est cette Et le rapport entre la police et les jeunes de banlieue, la stigmatisation de ces Français peut-être différents, vus par les autres comme différents? Voilà, on aurait pu, c'est un problème qu'on aurait pu régler autrement, mais on a utilisé la force à chaque fois et on retrouve ce même phénomène également aux États-Unis. Alors, nous sommes dans l'actualité et on va y rester justement avec les indiscrétions de Laurence Théatin. C'est le panorama politique. Bonsoir Laurence. Bonsoir Thierry. Alors, bonsoir. vous avez choisi de revenir pour nous sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, il l'a plus ou moins évoqué, notre invité. Oui, et avant tout sur ce qui s'est passé dans les coulisses. La suppression du risque négligeable a été arrachée par les parlementaires. Le gouvernement souhaitait faire un geste, mais en le réduisant, pas en le supprimant. Cela a un coût financier, pour le coup non négligeable. Un compromis a été trouvé au bout de 3/4 d'heure de suspension de séance et en séance publique. Alors la population polynésienne semble plutôt sceptique. Pourquoi ont-ils décidé de supprimer ? Il y a quelque chose, je ne sais pas, mais je dis qu'il y a anguille sous roche. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a anguille sous roche? La loi Morin ne parle pas des problèmes environnementaux. La loi Morin ne parle pas non plus des maladies génétiquement transmissibles. Et je dis que c'est complètement ridicule d'avoir maintenu ça, alors qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir jamais mis les pieds à Maurouroa. Merci. François Fillon parti faire la danse du ventre à l'important vivier d'électeurs réunionnais. N'est-ce pas? Alors, selon un proche de François Fillon aux Parisiens, ils peuvent représenter un demi-point sur le résultat de la présidentielle. Et sur le terrain, les avis sont partagés.
Fillon tient bon ensemble. Toute la réunion l'avait court. Au cas où il a oublié d'apporter ses casseroles, mais on a apporté les nôtres. François Fillon qui a assisté à la messe et à un serment qui n'a pas manqué de piquant. Si nous pensons être quittes de tout ce que nous avons fait de mal, ou alors de tout ce que nous n'avons pas fait de bien, sur le motif que personne ne nous a vus, nous nous trompons. Alors, est-ce que ça vous parle, cette parole d'évangile? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Fillon quand il était Premier ministre. Et il m'a semblé être quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Et je n'étais pas du tout surpris qu'il soit choisi pour les primaires. Mais quand on a appris tout ce qui s'est passé, l'histoire de sa petite famille, je vous dirais que je suis très déçu. Un autre candidat est également dans l'océan Indien, Nicolas Dupont-Aignan, à Mayotte depuis hier, puis à La Réunion à partir de demain. Une visite qui déchaîne beaucoup moins les passions. Le Parti progressiste martiniquais de Serge Letchimy a présenté à Benoît Hamon 110 mesures. Tenez-vous bien, pour la Martinique. Pas pour les Outre-mer, ni même pour les DOM, mais pour la Martinique. Et vous, un territoire grand comme l'Europe, vous n'avez qu'une seule proposition. Oui, nous avons décidé, après plusieurs réunions avec la base, avec les responsables du parti, de participer à ces élections parce que j'y ai vu une opportunité pour pouvoir avoir ce soutien démocratique, cette légitimité démocratique pour poser directement la question à notre population. Et si ce soutien est assez, je dirais, consistant, je pense que oui, parce qu'au mois d'août l'année dernière, pour la première fois de notre histoire, l'Église protestante Mahoy, qui est la plus grande confession religieuse de notre pays, s'est prononcée favorablement pour l'accession de notre pays à la souveraineté. Et donc, nous, déjà au niveau du parti, nous représentons quand même 33%. Vu les chiffres des dernières élections. Donc, c'est une possibilité pour nous de faire l'autoproclamation de notre pays en État souverain. Merci. Alors, toujours au Parti socialiste, voici Valentin Narbonnet, le monsieur Outre-mer de Benoît Hamon lors de la primaire. Et aujourd'hui, tout le monde veut prendre sa place. De Patrick Le Breton, soutien d'Arnaud Montebourg, à Victorin Lurel, soutien de Manuel Valls. Oui, on voit que le poste est particulièrement convoité. Très exactement. Merci Laurence. Alors, Oscar Temarou, avant de vous entendre plus longuement sur votre projet présidentiel, une question de la société civile pour vous. Et cette question, elle vous est adressée par Stéphanie Bowing. Elle est chanteuse et originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour Monsieur Temarou, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon où il n'y a jamais eu particulièrement de volonté indépendantiste et il n'y en aura sans doute jamais. Donc j'aimerais savoir en tant que président de la République comment vous comptiez gérer une évolution statutaire éventuelle. Alors, l'évolution statutaire éventuelle, comment est-ce que vous voyez cela? Je dirais tout simplement que ce n'est pas au président de la République à décider de l'avenir de notre peuple, de notre pays. C'est à nous, le peuple mahoy, à prendre cette décision. Et voilà une occasion qui va se présenter au mois d'avril. Et c'est pareil pour Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pas au président de la République. C'est la population de Saint-Pierre-et-Miquelon qui doit prendre cette décision. Justement, on reviendra tout à l'heure sur les réformes statutaires probables. Place maintenant au débat dans Outre-mer politique et accueillons tout de suite Célia Cléry pour la rubrique L'Outre-mer en 2 mots. Bonsoir Célia, installez-vous. Alors, le mot que vous avez choisi, Oscar Temarou, c'est le mot colonie. J'ai envie de dire, c'est pas une surprise pour un indépendantiste. Non, et on voit bien que l'ensemble de l'outre-mer français résulte du fait colonial. Alors justement, Oscar Temarou, vous le disiez un peu en esquisse au début de cette émission, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes indépendantiste, mais vous ne vous cachez pas, cette élection, elle a un seul but pour vous. Vous l'avez dit d'ailleurs en janvier dernier dans le journal télévisé de Polynésie Première, l'élection présidentielle, c'est une opportunité à saisir pour la Polynésie de faire entendre la voix de l'indépendance. C'est ça le but de votre candidature. Exactement. C'était un moment
important pour m'adresser aux Français. Je pense que l'histoire de la Polynésie, je dirais de Mahonui, qui a été propagée un peu partout, n'est pas du tout ce que nous savons nous. Hein, notre pays a été occupé par la force, par la ruse. Il y a eu des guerres franco-tahitiennes entre le peuple maoris, nos ancêtres, et les Français. Et à partir de là, tous ceux qui ont fait de la politique vraiment pour notre pays, notamment M. Pouana Aopa a fait de la prison parce qu'il voulait... C'est celui qui est aujourd'hui considéré comme le père de l'autonomie. Voilà, exactement. Et nous avons suivi ensuite ceux qui ont suivi ce métois. Et on a tout de suite compris, dès le premier statut d'autonomie, qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait blouser. Et aujourd'hui, vous voulez changer d'air, c'est ça? Changer d'air, AIR et ERE. Ça fait 40 ans. 40 ans, justement, c'était 77. Est-ce que vous voulez profiter, le statut d'autonomie, est-ce que vous voulez profiter de la surface médiatique que vous offre une présidentielle? C'est ça, c'est vraiment donner un coup d'accélérateur à votre discours. Terminer en apothéose. Pourquoi pas? Nous nous sommes rencontrés à New York avec M. Jean-Marie Djibaou en 1986 et on avait fait un petit pari. C'est serré la pince. On s'est dit, il me disait, voilà, le drapeau de Kanaki sera ici avant le tien. Et je lui ai dit non, on sera indépendant avant vous. Il va y avoir le référendum en Nouvelle-Calédonie en 2018 et nous sommes en 2017. Qui sait? Ce que vous voulez faire, en fait, pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est une Taubira, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en 2002, Christiane Taubira s'était présentée à l'élection présidentielle, 52,73% en Guyane au premier tour. Si Oscar Temaru fait plus de 50% en Polynésie, et uniquement en Polynésie, ça permettra de porter la voix de l'indépendance que vous portez au plus haut sommet de l'État, c'est ça? Ça sera l'autoproclamation de notre pays en État souverain. Et j'espère que la France sera un des premiers pays à nous soutenir, comme ils ont fait pour le Kosovo. Et pourquoi pas? Il nous faut cette légitimité démocratique. Vous allez frapper à la porte de l'Élysée, quel que soit le président élu, et vous lui dites « donnez-nous l'indépendance » ? On se verra à New York, pas à l'Élysée. À l'ONU, c'est ça? Voilà. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. C'est pour ça, d'ailleurs, nous avons mis une quarantaine d'années pour réussir la réinscription de notre pays. On a réussi pour la Nouvelle-Calédonie en 1986 et pour nous en 2013, le 17 mai. D'où vos multiples voyages. Vous passez votre temps maintenant dans les avions. Voilà, quasiment. C'est des sacrifices, c'est 40 ans de sacrifices, c'est 40 ans de travail. Juste en un mot, il y a quand même un écueil, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut 500 signatures, il faut aussi 500 signatures réparties sur 30 départements et collectivités. Pour l'instant, le compte n'y est pas pour se présenter. C'est pour ça que nous sommes ici à Paris. Nous ne sommes pas loin des 500 signatures. Un faux ou un tox? Parce que souvent, on se rend compte que les gens disent, voilà, ils ont énormément de signatures. C'est pour justement précipiter. Est-ce que c'est vraiment... vous n'êtes pas loin des 500 signatures? En réalité, nous avons plus de 1000 promesses de soutien. Concentrées dans les mêmes départements. Ça. Donc vous n'aurez pas les 30 départements. Il nous faut encore 12. Ou collectivités. Voilà. Alors, à propos d'autonomie statutaire ou de réforme, écoutez la question de notre confrère de Guadeloupe Première, Alex Robin. Il nous rappelle tout simplement que localement, des voix s'élèvent pour la décolonisation, mais pas seulement. Depuis plus d'un demi-siècle, la question des rapports avec la France a souvent alimenté le débat politique ici en Guadeloupe. Au début des années 60, c'est la préoccupation majeure du Gong. Plus tard, d'autres organisations vont développer cette idée d'indépendance. Des séquences violentes ont également été enregistrées. On se souvient tous des attentats qui ont secoué la Guadeloupe, notamment au début des années 80. Plus récemment, les discussions autour du statut ont donné lieu à des consultations populaires avec les résultats que l'on sait. Alors aujourd'hui, M. Temaru, la question qui se pose ici, quelle est votre définition du concept d'indépendance et est-ce que vous allez en faire le moteur de votre campagne qui commence? Oscar Temaru, alors vous êtes pour l'indépendance de tous les Outre-mer? C'est ça votre programme? Moi, je lui dis d'abord merci et je dis également au peuple guadeloupéen, c'est un droit et que la France n'a pas joué son rôle comme il le fallait depuis plusieurs décennies. Je prends par exemple le cas de la Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak, dans sa majorité, s'est prononcé en faveur de l'accession de leur pays à l'indépendance. L'État a trouvé des processus pour retarder des prétextes et puis
pour retarder l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour nous, c'est la même chose. Nos ancêtres souhaitaient l'accession de notre pays à l'indépendance et la France nous a donné un statut d'autonomie. D'autonomie, et on sait ce que c'est. Je l'ai pratiqué et nous l'avons condamné depuis le début, depuis 1977. Vous avez le sentiment que le rapport de la France avec l'outre-mer, ça doit se voir qu'à travers la décolonisation ? Tout le monde suit ce que De Gaulle a dit à l'époque. La France, sans l'outre-mer, n'est plus. Voilà, c'est ça. Et c'est notre gros problème également actuel. Parce que tout le monde sait que la Polynésie, c'est 5 millions de kilomètres carrés, qu'il y a des ressources inépuisables, la mer, le vent, le ciel, le soleil, sont des ressources inépuisables. Sans parler des ressources minières qui sont dans l'océan. Les terres rares, l'or, l'argent, le cobalt, le manganèse, le phosphate. C'est ce que vous dites, vous avez conscience que votre combat pour l'indépendance, il est loin d'être gagné, même avec cette candidature à l'élection présidentielle. Si nous avons le soutien légitime de notre population, je viens de vous dire, nous allons faire l'autoproclamation de notre pays en État souverain. Alors, votre mot tout à l'heure, c'était colonie. Alors, le mot de la rédaction, c'est transparence. J'ai envie de dire que la défiance des citoyens est de plus en plus forte vis-à-vis de la classe politique. Aujourd'hui, est-ce que la transparence est impossible dans le monde politique ? On a parlé de colonisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de néocolonialisme. Non, il n'y a jamais de transparence. Nous avons un statut d'autonomie pour parler de la Polynésie, mais quand la raison d'État apparaît quelque part, c'est le droit de souveraineté de l'État qui s'appliquera. Il y a les compétences et il y a la souveraineté de l'État au-dessus de tout ça. Donc, les Corses également que j'ai rencontrés, M. le Président Talamoni, a voulu en savoir plus sur ce fameux statut d'autonomie. Nous leur avons expliqué le contenu de ce statut. C'est une farce. Alors la transparence, ça fait aussi écho à l'actualité. Il y a le Penelope Gate, et puis pas plus tard que vendredi aussi, on sait qu'en Polynésie, vous avez aussi votre lot d'affaires, tout simplement. La justice. Gaston Floss, qui a été la justice n'est pas de ce monde. S'il y avait une justice dans notre pays, plusieurs de nos hommes politiques ne seraient plus en possibilité de faire de la politique. Voilà ce que j'ai à vous dire. Plus globalement, vous comprenez que vous parliez des Polynésiens. Vous comprenez que les électeurs, à cause de toutes ces affaires, peut-être se désintéressent de la politique ? Oui. Pour l'élection présidentielle, est-ce que vraiment les gens iront voter, y compris Je comprends, pour vous ? mais l'enjeu pour nous est trop important et il nous faut faire vite parce que, comme vous dites, il n'y a pas de transparence. J'ai des chiffres à vous donner. L'IEOM a publié un communiqué qui rappelle qu'il y a 145 milliards de déficit de la balance commerciale, 147 milliards. Les acquisitions immobilières qui ont été faites chez nous, 80% viennent de métropole. Je dirais que c'est peut-être la même stratégie utilisée en Nouvelle-Calédonie par Pierre Messmer à son époque, le blanchiment de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ce qui se passe aussi chez nous. Il n'y a pas de transparence. Alors ce génocide par substitution, comme le disait Aimé Césaire, on va reparler quelque chose de plus économique. Est-ce que vous avez le sentiment que vos propositions économiques pour la Polynésie, elles sont transposables ailleurs, dans tout l'outre-mer ? Il y a l'histoire de la France, par exemple, avec la Martinique, la France avec la Guadeloupe, la France avec l'outre-mer. Tout va dépendre également de l'attitude de la France. Parce que ces pays-là font partie de cette résolution 1514 qui a été ratifiée par la France et tous les pays colonisateurs. Et l'esprit de cette résolution rappelle bien que les pays colonisateurs ont une mission sacrée, une obligation morale d'accompagner ces peuples à l'accession à l'indépendance. Voilà l'esprit de cette résolution. Mais ça ne s'est pas du tout fait dans ce sens-là. Vous dites que si vous faites plus de 50% au premier tour, on le rappelle, en Polynésie française, vous déclarez unilatéralement l'indépendance de la Polynésie. Vous pensez vraiment que la République va vous suivre, que la France va accepter ça ? Ça va être du sport, ça sera du sport, nous le savons bien. Mais nous avons ce soutien, cette légitimité démocratique. Ça suffira ?
Quel que soit le président élu? Je viens de vous dire, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Parce que dans votre schéma initial, c'était François Hollande qui était réélu dans votre schéma idéal. Et avec lui, vous négociez l'indépendance de la Polynésie. Et il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Tout ce qu'on nous demande, nos adversaires politiques parlent toujours de manque de soutien démocratique en faveur de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et c'est ce que nous allons voir au mois d'avril prochain. Alors, je vous écoute et parfois je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'antagonisme entre le fait d'être un indépendantiste et de l'autre, de se présenter à une élection présidentielle? Ça ne vous gêne pas? Je ne vois pas d'autres élections où on pourrait poser directement la question à notre population. Les autres élections, c'est les élections territoriales, donc ça n'a rien à voir. Nous allons être divisés, ou alors les élections municipales. Là, il y aura un candidat du pays et tous les autres candidats qui viennent de France. La population choisira. Vous avez fait allusion avec un programme très clair. Vous avez fait tout à l'heure allusion aux Corses et à Jean-Guy Talamoni. On vous a vu en Alsace, en Bretagne, en Corse, discuter avec Alfred Marie-Jeanne, également indépendantiste en Martinique. Vous êtes le candidat des régionalistes. Vous demandez aux régionalistes de vous suivre, de vous appuyer? Si je suis là également ce soir, j'aimerais bien être le candidat des peuples sans voix. C'est qui les peuples sans voix? Il n'y a pas de candidat corse, il n'y a pas de candidat guadeloupéen. Il y a un candidat breton. Justement, oui, il y a une bataille qui est en train de se faire. Alors, comment ça se fait la répartition entre eux? Nous allons nous rencontrer très bientôt. Idéal. Nous allons nous rencontrer très bientôt. Christian Troadec, qui était à l'origine des bonnets rouges. Il est loin de pouvoir faire d'avoir les 500 signatures. Mais vous chassez sur les mêmes terres, du coup, pour les signatures que lui? Pas tout à fait la même chose, non. Est-ce que vous trouvez que les Outre-mer ont leur place dans le programme des différents candidats? Actuellement, oui. Tout le monde parle de l'économie bleue. Tout le monde parle de l'économie bleue. Alors qu'il y a une quarantaine d'années, j'entendais dire partout, quand on parlait de l'indépendance de notre pays, mais la Polynésie n'a rien, c'est un désert. Si la France vous quitte, vous allez, l'économie va sombrer. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le contraire. C'est justement, à propos de la Polynésie, je vous propose de regarder un extrait d'une émission des années 70 et apprécier l'exotisme du chanteur Carlos. On fait des pieds de nez à nos petits soucis. On est des patrons, il n'y a plus de patrons. On quitte sa peau, on est les plus beaux. Cocotte en papier, tu fais voyager. Voilà, n'est-ce pas réducteur, tous ces clichés sur la Polynésie, ce que vous disiez, la possibilité de pouvoir voir ailleurs et différemment? Ce sont les images qui ont toujours été propagées un peu partout. Hein. Le rideau de fleurs, les belles plages. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive? Vous avez le sentiment que vous allez être pris au sérieux par les Français, qu'ils soient de Mazamet, qu'ils soient de Fort-de-France, de Cayenne ou de Lille? Est-ce qu'ils vont prendre votre candidature au sérieux pour justement par rapport à tous ces clichés qui sont véhiculés? Moi, j'espère que les Français, que j'admire beaucoup, un peuple épris de liberté. Les Français se sont battus par 2 fois quand la France a été occupée par les Allemands. Ils ont même fait appel à nos ancêtres pour venir libérer la France. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peuple que j'admire beaucoup. Et j'espère qu'ils comprendront également pourquoi nous nous battons. Nous n'avons jamais aliéné ce droit à l'autodétermination. Nos ancêtres n'ont jamais fait et ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais justement, vous disiez que vous êtes allé un peu partout en région pour avoir le soutien des candidats éventuels régionalistes. Les gens que vous rencontrez, les citoyens, votre message, il est audible, cette idée d'indépendance de la Polynésie, de se présenter à l'élection présidentielle pour faire valoir ce droit-là. Les citoyens, les électeurs potentiels que vous rencontrez, ils l'entendent? Je viens de vous dire, nous avons le soutien, les signatures qu'il fallait pour... Oui, mais ça, ce sont les élus. Mais les citoyens, ceux qui iront voter aux urnes en avril prochain. Voilà, en arrivant ici, j'ai rencontré une personne qui vient de la Corse, qui est venue me féliciter pour me dire on ne parle que de vous en Corse. Donc, je pense que le message est passé. Le message est passé. Alors, il y en a qui ont fait un autre choix. C'est en Nouvelle-Calédonie. Certains, justement, par rapport à l'idéal indépendantiste, ils ont préféré avoir du recul et prendre du retrait par rapport à la présidentielle et législative. Vous, c'est une toute autre démarche que vous préférez. C'est l'histoire de tout l'outre-mer. Hein. Chez nous aussi, ça a été comme ça. Il y a des gens qui ont été achetés par... mais malheureusement, heureusement, on ne peut pas acheter tout le monde. C'est-à-dire, vous avez reçu le soutien de l'UC, pour qu'on comprenne bien, qui est indépendantiste, mais par contre, ils ne présenteront pas de candidats aux législatives parce qu'ils considèrent que ce sont des élections qui ne les concernent pas. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un parti acheté, parce qu'en même temps, il vous soutient, l'UC. Ah non, en Nouvelle-Calédonie, nous avons le soutien du FLNKS. Ça, c'est clair, nous avons les 50 signatures.
J'ai rencontré M. Rancois-Mittan, j'ai rencontré les principaux leaders. J'ai rencontré Paul Néautine également, il est venu à Tahiti dernièrement. Et non, entre nous, on s'entend bien. Quel est leur intérêt? C'est de se dire que si ça marche pour la Polynésie, ça peut marcher pour la Calédonie, mais ils sont engagés sur un processus de référendum en 2018. Ça fait 40 ans que nous travaillons ensemble. Notre lutte, c'est leur lutte. Leur lutte à eux, c'est aussi notre lutte à nous. Donc vous êtes totalement à l'avant, en place pour justement cette volonté de vouloir faire changer les choses. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même que politiquement et localement, les gens se désintéressent, disent tiens, il a envie de se faire une vision nationale et il passe moins de temps auprès de ses électeurs? Ah non, je pense que les gens ont compris qu'aujourd'hui, on ne pourra pas sortir de ce chaos économique qui existe dans notre pays. Il y a plus de 50 000 sans emploi. C'est énorme. Si on met ça au niveau de la France, je dirais c'est 10 millions de chômeurs chez nous. Et ils n'ont pas les moyens pour régler ce problème et mettre en place vraiment un développement durable pour notre pays. Alors, parce que les principaux leviers de commande de notre pays sont entre les mains de l'État. Pensez-vous que c'est de l'intérêt de l'État que notre pays soit économiquement indépendant? D'ailleurs, il n'y a pas de pays économiquement indépendant. Nous sommes appelés à vivre en interdépendance. Justement, vous parliez de jeunes chômeurs, on va parler de la jeunesse. On va même leur lui donner la parole avec l'enquête Génération Watt. En cas de conflit, êtes-vous prêts à prendre les armes? C'est la question du jour. Écoutez leurs réponses. Jamais. Jamais, c'est même pas la peine. Tuer quelqu'un pour des raisons qu'en fin de compte, on ne sait même pas souvent. Si c'est pour une bonne cause, ben oui. Tu vas te battre? Ben oui. Se battre, c'est vraiment pour défendre quelque chose, pas pour aller attaquer l'autre. Absolument pas. Je ne me vois pas défendre l'État français, vu que s'il y a une guerre, c'est eux qui l'ont entraînée. Moi, je ne vais pas me mêler à aucune guerre. Si j'ai les capacités de me battre intellectuellement, oui. Sinon, physiquement, personnellement, non. Je ne pense pas être à même de le faire. Non. Même pas? Même pas. Plutôt pour ma survie, même pas me battre. C'est du patriotisme, c'est peut-être même du chauvinisme. Mais en tout cas, oui, je me battrai pour mon pays. Bon, si la Martinique rentre en guerre, ouais. Mais bon, si la France rentre en guerre, je sais pas, ouais. Oscar Temaru, vous êtes pour une indépendance, vous le dites depuis le début de cette émission, mais pacifiée, pacifiste justement? Nous n'avons jamais prôné la violence, ça fait 40 ans. À l'inverse de la Calédonie, vous dites que vous êtes proche dans le processus intellectuel sur l'indépendance, mais par contre, dans la méthode, c'est pas du tout la même chose. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie? C'est pas les Kanaks, les responsables de tout ce qui s'est passé là-bas. C'est l'État, c'est le colonialisme, voilà. Et chez nous, c'est la même chose. Vous avez été marqué par la guerre d'Algérie, vous l'avez faite. C'est peut-être ça qui a pu expliquer aussi, ça peut être un élément de réponse de votre choix de rester dans la pacification. Non, à la violence, hein. Je pense qu'on a toujours voulu régler tous les problèmes. Dans la philosophie, c'est la raison du plus fort. Hein. Might is right. Non, ce n'est pas ça. On peut s'asseoir et discuter. Entre êtres humains, on peut régler ce problème-là humainement et pas toujours avec les armes. Mais vous l'avez dit, ça fait quand même 40 ans avec le statut d'autonomie, depuis 1977. Les choses n'évoluent pas. Ça n'évolue pas, mais simplement le soutien démocratique évolue. Je viens de vous dire, l'Église protestante Mahoy, qui est la principale confession religieuse de notre pays, lors du dernier synode, s'est prononcé favorablement pour l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est une décision historique et les autres églises, normalement, devraient suivre. Vous avez évoqué un peu plus tôt dans l'émission la figure de Puvana Aopa, qui est le père de l'autonomie. C'est dans ses traces que vous voulez vous inscrire aujourd'hui? Vous savez, mon père était un fervent soutien de M. Puvana Aopa et quand il faisait ses meetings, j'étais gosse et je le suivais. Et je savais que la revendication était honnête et sincère. Ensuite, d'autres hommes politiques ont suivi et on a compris dès les premiers projets de statut qui sont arrivés chez nous. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé le parti. On savait qu'on s'est fait avoir. Alors, nous approchons du terme de cette émission et depuis Fort-de-France, le dessinateur François Gabour suit attentivement l'émission. Voilà comment est-ce qu'il la résume. Regardez son dessin. Donc, 4 heures à la douane pour avoir oublié mon... C'est moins toxique que Muroir. Voilà, c'était donc autour des essais nucléaires. Et vous, c'est quoi votre conclusion de cette émission?
J'espère que les Français comprendront notre combat et j'espère que j'aurai le soutien également de tous les peuples avides de liberté et de justice. Juste un tout petit mot, vous avez 72 ans, c'est votre dernier combat politique, en oui ou non, en une réponse? C'est un engagement pour toute la vie, avec tous les problèmes que je savais déjà qu'il fallait affronter. Ça n'est pas évident, cela demande des sacrifices énormes, non seulement pour moi, mais aussi pour la famille. Et je tiens à remercier une personne, ma femme et mes enfants, qui également ont beaucoup souffert. Merci Oscar Temaru. C'est la fin de cette émission à voir et à revoir sur les réseaux sociaux et en replay. Prochain numéro le 27 février. D'ici là, merci et bonne soirée.